that would be a good site. Faites peut-être juste un petit essai avec les micros pour qu'on soit sûr que ça fonctionne. Ils sont prêts à fonctionner. Déjà? Oui, ça a l'air de marcher. Oui. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue, j'ai l'impression que les micros fonctionnent. N'hésitez pas à nous informer s'il y a un problème de son ou de compréhension ou de bruit bizarre. En tout cas, bienvenue à cette rencontre qui s'intitule « Dans la vie d'une femme équivoque ». En l'occurrence, nous en sommes dans la vie de deux femmes et dans l'imaginaire de deux autrices, Tessa Hadley et Rachel Cusk. Merci beaucoup, bienvenue à toutes les deux et merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de vos dernières sorties. Je vais vous présenter chacune brièvement. Tessa Hadley, vous êtes née à Bristol. Vous avez étudié l'écriture créative à l'université de Bath, où vous enseignez désormais cette discipline. Vous avez publié 8 romans en anglais, qui sont tous très acclamés, dont Incident domestique, qui a été sélectionné pour le Guardian First Book Award. Et vous avez reçu en 2016 le Wyndham Campbell Literature Prize pour l'ensemble de votre carrière. Donc voilà, autrice prestigieuse. Cette rentrée, vous publiez Free Love aux éditions Bouquin. Free Love, je le résume en quelques instants, c'est l'histoire de Phyllis Fisher, qui est une femme de la bonne société londonienne. On est à la fin des années 60. Elle a un mari très respectable, elle a 2 enfants, un garçon et une fille. Et elle invite à dîner un soir le fils d'amis à elle, qui est un jeune étudiant, et elle va avoir un coup de foudre pour ce garçon. Ça ne se fait pas évidemment à cette époque de partir, mais elle va elle-même aller frapper à la porte de l'Everglade, qui est le bâtiment où il vit, qui est un bâtiment un peu bohème, un peu délabré, où se croisent des artistes, des travailleurs un peu précaires, des fêtards, des étudiants, et elle va venir habiter dans cette résidence avec lui au mépris de toutes les conventions sociales, et elle va conquérir sa propre liberté de femme. Voilà, il se passera d'autres choses, mais nous en parlerons plus tard. En tout cas, voilà pour le point de départ de ce roman. C'est un livre qui m'a beaucoup réjoui, qui m'a beaucoup plu, sur l'indépendance féminine, sur le désir féminin, sur la liberté des femmes aussi. Voilà, vraiment un roman formidable. Et puis Rachel Cusk, vous êtes née au Canada de parents anglais, vous vivez en Angleterre depuis 1974. Votre premier roman, Saving Agnes, est paru en 1993, prix Whitbread. Egypt Farm, c'est l'un des finalistes du Booker Prize en 2005. Vous êtes l'autrice de Arlington Park, qui a sorti en 2007 à l'Olivier, Transit, Kudos, et puis l'œuvre d'une vie, Devenir mère, qui est parue en France l'an dernier seulement, qui avait été publié plus tôt en Angleterre. Et La Dépendance, c'est votre 7e roman. Il est paru en cette rentrée aux éditions Gallimard dans la collection du Monde entier. Et c'est l'histoire de M, qui est une romancière d'âge mûr, qui vit avec son mari dans une maison près de l'océan. Ils ont une dépendance dans cette maison. Et dans cette dépendance, ils ont installé une résidence d'artistes. Et M, elle rêve d'inviter elle. Donc M sont leurs initiales. Elle, c'est l'initiale d'un peintre très connu qu'elle adore. Et elle voudrait à tout prix qu'il vienne faire une résidence. Il va accepter, mais ça ne se passe pas exactement comme elle pensait que ça se passerait. Elle, c'est un homme qui déjà est un peu fauché comme les blés, qui est un peu grossier, qui arrive avec une jeune femme qui elle, est beaucoup plus jeune, qui s'appelle Brett, qui va tout de suite confronter M à ses fragilités, à son regard sur elle-même, à ses failles, et puis elle va se montrer cruel et manipulateur envers M qui l'a invité, et il va semer la pagaille dans l'existence de M et de sa famille, de son mari Tony, de sa fille Justine et du petit ami de celle-ci. Donc c'est à la fois très drôle et très cruel et profond et intelligent sur les rapports sociaux, sur la domination masculine, sur les fragilités des femmes, mais aussi sur la force des femmes et l'indépendance des femmes. Voilà, donc un livre très intelligent qui dialogue très bien avec Free Love. Voilà pour les présentations. Première question que je vous pose à toutes les deux, qui sera un peu la même, c'est la question de l'étincelle de départ, c'est-à-dire l'idée, l'envie du livre. Tessa Hadley, pourquoi est-ce que vous avez eu envie de raconter la vie d'une femme, une quadragénaire, à Londres, à la fin des années 60, et
qu'est-ce qui vous a inspiré le personnage de Phyllis? Est-ce que c'est une personne comme ça? Comment elle est née dans votre imagination? I think there were two halves of this novel at the beginning. First of all, I had written about the 1960s, and I'd written about this stuffy, rather bourgeois, conventional kind of family, and I found that it was joyous to write. It's not my kind of family, it's not the background I come from, but there was something just so delicious about its stuffiness and that pastness of the 1960s. Donc en fait, j'ai trouvé qu'il y avait deux parties à cet ouvrage. Premièrement, c'est déjà le plaisir d'écrire à propos des années 1960. J'ai trouvé réellement un vrai plaisir à écrire sur cette période et surtout sur les familles bourgeoises de l'époque. And the other part of it, I suppose I wanted to address that huge fracture in British life that happened in the 1960s between a rather grey post-war world of convention, hierarchy, respectability, and then on the other side, suddenly, the eruption of a counterculture, the sexual revolution. Anything could happen, new politics, new total critique. And I loved the idea of putting these two contrasting worlds side by side, and in a way, the fracture between them in my book is written, it's written across Phyllis, it's written across Phyllis's body, so I had her to carry us between worlds. Et du coup, la deuxième partie, je veux plutôt mettre en valeur cette grosse fracture qu'il y avait à l'époque dans la vie britannique, parce qu'on est vraiment divisé entre cette atmosphère d'après-guerre, avec toutes les conventions, la hiérarchie, la respectabilité qui était vraiment importante, et toute cette partie qui contrastait avec le développement d'une contre-culture, de la révolution sexuelle, de nouvelles critiques. Et ces deux contrastes créent deux choses qui contrastent et créent une grande fracture que l'on voit même sur le corps même de Phyllis. Rachel Cusk, ce texte, on le découvre à la fin, mais je le dis quand même, il est inspiré d'une histoire vraie, qui est celle de l'autrice Mabel Dodge Luhan et de l'écrivain D.H. Lawrence. Ça se passe au Nouveau-Mexique dans les années 30. Mais il y a le même rapport qui s'installe et un peu la même situation qui s'installe entre ces deux personnages. Pourquoi est-ce que cette histoire vous a particulièrement intéressé et pourquoi avoir eu envie de vous l'approprier, parce que vous en faites quelque chose de très personnel, et de la transposer dans une époque contemporaine? J'essaie d'utiliser des phrases très courtes. So I found this book, this memoir that had been written in the 1930s. Donc du coup, oui, je suis tombée sur ce mémoire qui a été écrit dans les années 30, 1930. And it was like a abandoned box or suitcase or container with this woman's voice in it. C'était comme trouver une boîte abandonnée avec la voix de cette femme à l'intérieur. So that seemed to me to say something about the difficulty of the female voice in creating permanence and memorializing itself. Ça dit quelque chose de la réelle difficulté des voix féminines à créer quelque chose qui va perdurer dans le temps. So I wanted to keep that feeling of someone talking but nobody listening. And I decided to use the book almost as you would move into an abandoned house and decide to live there. I decided to build my own book inside this discarded book. Et du coup, je voulais garder le fait qu'on ait quelqu'un qui parle, mais qui ne soit jamais écouté, et d'aller dans une sorte de maison abandonnée pour écrire. So I kept some of the primary, the story, I suppose, and the absolutely extraordinary relationship between this woman who is writing the memoir and D.H. Lawrence, who is a person of extraordinary difficulty and destructiveness, who she invites into her domestic world.
Et du coup, je voulais explorer cette relation entre donc, cette femme qui écrit un mémoire et G.H. Lawrence, qui est quelqu'un de très destructeur finalement, et qui a été invité dans son espace privé et qui finalement vient détruire. C'est la grande ambition de ce peintre, elle, qui, à un moment donné, on en reparlera, mais il le dit, c'est écrit dans le livre, il veut détruire, on ne sait pas très bien pourquoi, mais il veut détruire cette femme. Alors la deuxième question que j'avais envie de vous poser, c'est le rapport à l'âge. Vos deux héroïnes, quadragénaires, quinquagénaires chez vous, elles ont leur vie, leur jeunesse est derrière elles, mais elles ont encore beaucoup d'années devant elles. Elles sont à cette période de la vie qui n'est pas simple pour une femme. Et on se demande en lisant finalement qu'est-ce qui définit l'âge d'une femme. Est-ce que c'est la biologie? Est-ce que c'est ce qu'elle décide? Ou est-ce que c'est le regard de l'autre, le regard de la société qui finalement dit à une femme quel âge elle a? Tessa Hadley. It was very funny when on the very opening page of Free Love, I write the words, Phyllis was 40, but still attractive. Mm-hmm. My American editor said, what do you mean, but? Surely not, it's and. And I said, no, in 1967, it was definitely but. Mm. And so, which tells us that partly the age of a woman is defined by the culture around her. Donc c'est très drôle en fait, dès la première page j'ai écrit que Phyllis avait 40 ans mais était toujours attractive, était toujours belle. Et on m'a demandé mais pourquoi mais et elle était toujours belle? Non, mais parce qu'en 1977 on disait mais et pas et. Et ça montre bien comment la culture définit l'âge de la femme. And then it shows that I'm preoccupied with her age in that I'm giving away a secret a little, but there's a point later on in the book where a woman thinks she may have come to the menopause and then finds she's pregnant with this sense of reprieve and an extra chance, more time. But I don't know what I'm saying about that, except I'm watching a woman tussling with her age and with who she is at a different age and the anguishes of growing old and the freedoms. Ça me montre que je suis vraiment préoccupée avec cette notion de l'âge. Et d'ailleurs, à un autre moment du livre, il y a une femme qui a l'impression de rentrer en ménopause. Et finalement, elle apprend qu'elle est enceinte. Et donc, on voit qu'il y a une nouvelle chance dans la vie, comme s'il y avait plus de temps. Donc, je suis vraiment focalisée sur cette idée de gérer son âge, cette angoisse de vieillir. Ce sont des questions que je pose dans ce roman. Oui, c'est l'héroïne Phyllis qui va être enceinte un peu plus tard dans le roman et qui effectivement va être surprise par cet état qui s'y attendait pas du tout. Votre héroïne, M, elle voit arriver cet homme qu'elle attendait, mais aussi sa très jeune compagne, Brett. Et elle le vit comme une agression. Et la compagne se montre pas très délicate aussi. Elle lui fait remarquer qu'elle a un certain âge, etc. Qu'est-ce que vous vouliez montrer avec ce rapport, ce miroir, qui est à la fois celui de l'homme qui regarde, mais aussi de la jeune femme qui regarde? Cette femme qui, elle, a du mal à se définir elle-même. Well, I mean, her complaint is that he can't see her. She wants him to paint her to prove that he can see her. So in answer to your earlier question, part of the answer of what defines age for a woman is whether they are invisible or visible. Donc elle se plaint qu'on ne puisse pas la voir et elle pense que si on la peint, on pourra la voir. Donc quand on demande qu'est-ce qui définit l'âge, c'est aussi une question de visibilité et d'invisibilité. And also, I mean, part of what my book is trying to say about man and woman at this, other age, this after family life, after possibly biological, sexual, that part of aging is structural. It's narratives, roles, motherhood,
wifehood, where one ages oneself or judges oneself by those things, and the world of the book is a world in which this woman is post all of those phases. Donc ce que mon livre essaye de dire, plus que sur les hommes et les femmes, mais également sur la vie de famille, les différentes étapes de la vie, la maternité, être épouse, toutes ces étapes de la vie et les voir évoluer à travers ceci. Quel rapport est-ce que votre personnage de Phyllis entretient avec son mari? Elle trouve que le mariage, que la vie conjugale, c'est trop affable. C'est le mot qui est traduit. Je ne sais pas quel est le mot en anglais pour affable, mais trop gentil, trop poli. Comme si, quand on rentrait dans la chambre à coucher, on rentrait un peu dans une bibliothèque ou dans un musée. Et elle cherche quelque chose de beaucoup plus intense. Comment se passe cette relation conjugale qui s'est refermée comme une prison? Oui, je crois... yes, I think the word I used in that sentence in English was that it's the first time she's made love to the young man she runs off with. And she says there's been something missing in her marriage. They had made love as if they were innocent. And almost that the sweetness of decent family life means it's very difficult to find that sexual passion which she then finds with her young lover. Yeah, that's right. And I don't think... Sorry, I'll let you do the first bit. Thank you. Donc du coup, c'est au moment où elle a fait l'amour pour la première fois avec ce jeune homme avec qui elle s'est enfuie. Et en fait, c'est aussi parler de l'innocence de faire l'amour dans le mariage. En fait, elle voit que dans la vie maritale, dans la vie en tant que femme, épouse, c'est dur de trouver cette passion parce qu'il y a une sorte de tendresse propre au mariage et du coup on perd cette passion qu'elle a avec ce jeune homme. And I was just going to add, I don't think this is a conundrum, a problem which has disappeared, how to reconcile the kindness necessary for a good marriage with the savagery or the wildness necessary for passion. Et je pense que c'est un problème qui n'a pas disparu, d'essayer de concilier la douceur et la gentillesse d'un mariage avec le côté sauvage qu'il peut y avoir dans l'amour-passion. Elle est mariée avec Tony, qui est un homme qui l'aime beaucoup et qui est un homme bon, qui est un homme doux et on a du mal à comprendre pourquoi ça lui suffit pas. Pourquoi elle va chercher elle, qui refuse de la voir, qui refuse de la peindre, qui se montre humiliant et qui va même créer une rupture entre elle et Tony parce que elle va faire des choix incompréhensibles. Qu'est-ce qui se joue dans ce mariage? Vous écrivez que quand on s'unit par le mariage plus tard, cela ressemble davantage à la rencontre de deux entités distinctement formées, à une sorte de collision à la façon dont de vastes blocs continentaux se heurtent et fusionnent au fil du temps géologique, laissant d'immenses et spectaculaires strates de chaînes montagneuses comme preuve de cette fusion. C'est une phrase que j'ai trouvée très intéressante. Qu'est-ce que vous vouliez dire justement sur le mariage, ses intérêts, mais aussi ses limites? Well, I think the very literal invitation to the painter Elle to enter her world is an expression of a desire, a sort of weariness with gender, a tiredness with sexuality and with the iterations of men and women, and that's something that's more in the way of a sort of yearning, a question, a philosophical question at the end of all of this gendered life about the self and about art, really. Du coup, je pense que cette invitation littérale à entrer dans le monde du peintre, c'est aussi, et de Phyllis, c'est en fait qu'elle en a assez à la fin de sa vie de cette vie genrée entre les hommes et les femmes, de la sexualité, et du coup, c'est presque une question philosophique de est-ce qu'on n'en a pas assez des genres hommes-femmes?
Finalement, Phyllis, c'est un peu la même chose. Elle va chercher Nikki, il y a le coup de foudre, mais il y a aussi le besoin de rompre. Il y a aussi quelque chose de philosophique. C'est-à-dire qu'elle utilise presque Nikki, qui d'ailleurs se demande bien ce que lui veut cette femme, pour atteindre un autre moment de sa vie. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que tout l'entourage de Phyllis espère qu'elle va revenir et retrouver Roger et pouvoir reprendre une vie normale, quoi. Elle inquiète un peu tout le monde. Mais elle ne veut pas. Il y a aussi une dimension philosophique, une affirmation. From the very beginning of imagining the novel, for me the centre of Phyllis's adventure was not necessarily the sexual encounter. I knew that would have to be there and powerful, but it was the night she spends. He says things to her that are radical, that are a huge critique of their society. And for him, that's commonplace. He falls asleep after that. She sits up all night thinking about the world, war, inequality. She's never thought about these things before. Okay. Donc dès le moment où je me suis mise à imaginer l'histoire, je savais que le centre des aventures de Phyllis, ce ne serait pas cette rencontre sexuelle. Je savais que cette rencontre serait là, serait très puissante, mais que ce ne serait pas le centre. Le plus important, c'était cette nuit pendant laquelle il lui a dit cette critique radicale de la société. Pour lui, c'était quelque chose de vraiment banal à dire, et il s'est endormi juste après, mais pour elle, ça l'a forcé à rester éveillée toute la nuit, à se poser ces questions sur la société, sur les inégalités. C'était vraiment remuer quelque chose en elle. Mm. And I did meet that, it's half comical. Those critiques are all obvious. It took her a long time, but I want us to be moved by her absolutely changing there, as well as a little bit amused by it. Donc c'était presque comique parce que ces critiques étaient vraiment... tout le monde connaît ça et pour elle, c'était une révélation. Et je voulais qu'on soit touchés, mais qu'en même temps, ça nous fasse un peu rire, sourire du moins, de la voir changer et réaliser tout ça. Il se joue vraiment quelque chose de social dans cette vie de femme. C'est pas seulement du désir, c'est pas seulement de l'érotisme, c'est pas seulement un choix de vie, de couple ou même de mère, mais c'est un choix de personne indépendante et c'est un choix politique. C'est ça qui est intéressant. This is where it connects to what Rachel was just saying, I think. In a way, Phyllis also is, through her sexual passion, finding her way to be fully alive after the end of her biological youth as a woman. And that's, as the novel rolls through, in a way the affair falls away and is not the most important thing that happens to her. Voilà, donc Phyllis, elle devient complètement active à travers cette passion sexuelle, malgré le fait qu'elle soit considérée par la société comme finie pour une femme de façon biologique. Elle n'a plus d'utilité biologique en tant que femme, mais pourtant elle va devenir vivante grâce à cette rencontre. Il y a aussi un rapport économique entre M et elle. Elle, il a des problèmes d'argent, il vit à ses crochets, il est, parasite. Il arrive chez elle, il ne parle plus, il a besoin de reconnaissance, mais tout ça est très compliqué. Qu'est-ce que vous vouliez montrer? Parce qu'elle, elle a hérité d'un ex-mari. Qu'est-ce que vous vouliez montrer au niveau des rapports économiques entre hommes et femmes? Oh, that's interesting. I never thought about the economic angle of the novel. I guess the question in the book is, what have each of them created? And she overvalues his creation, maybe. She yearns for self-expression and values the products of self-expression, and does not expect
the expressive artist to have generated security, for instance, to know how to look after other people, to have created a home. You know, all of these things she has done herself. Donc c'est très intéressant. Je n'avais pas pensé moi-même au côté économique du roman. Après, la question qu'elle se pose, c'est qu'est-ce qu'il a créé? Parce qu'en fait, M donne trop de valeur, presque de façon exagérée, au produit de l'expression de elle. Et en fait, on se rend compte qu'il n'est pas forcément capable de s'occuper des autres, etc., économiquement. Et donc, voilà. And obviously the irony at the end of the book is that his work, after he dies, has the most extraordinary global value. So that is the bitterness, or not the bitterness, but her question is, these things that I've created, a child, a home, you know, what you know, those things, their value is ephemeral, and yet, yeah, the coinciding of art and money is a sort of unbeatable answer. Oui, donc c'est assez ironique à la fin parce que finalement, après sa mort, la valeur de son art est plus globale, mais d'un autre côté, on voit aussi que c'est une valeur assez éphémère, et aussi pour tout ce qui est d'avoir des enfants, une maison, etc., c'est très éphémère. En fait, ce qui est très intéressant aussi dans le livre, c'est le rapport entre M et elle, dans le sens où finalement elle, c'est un peu un loser au moment où il est chez elle. C'est un peu un pauvre type, quoi. Et elle se rend pas compte de ça. Elle considère qu'il est glorieux et elle demande son attention et lui, bien évidemment, refuse de la peindre. Il peint tout le monde, sauf elle, parce qu'il a compris que... Et on peut presque se demander si lui n'a pas très bien vu qu'elle avait beaucoup plus de valeur que lui, beaucoup plus de réussite, finalement, d'intelligence, de profondeur, et se venge. Mais on n'est jamais dans la tête de elle. C'est une lettre que M écrit à un interlocuteur mystérieux, et on n'est jamais dans la tête de elle. Moi, j'ai donné mon interprétation. Vous, qu'est-ce que vous pensez qui se passe dans la tête de elle? Well, I mean, I think, who knows what happens in the ego of a famous male visual artist. And that really is a global question. I mean, it is a thing to be wondered. And you know, do we need, you know, do we see art as an ultimate good? And the answer for M is yes. And if we do we need artists to be good people? Donc je pense que tout le monde sait ce qu'il y a dans la tête et l'ego des artistes, mais on doit aussi se poser la question, est-ce qu'on voit l'art comme quelque chose oh pardon. Est-ce que... Sorry, can you repeat just like the last sentence you say? Do we believe that art has an ultimate moral value, that it is an ultimate good? Sorry, it was about the moral value. I get confused. But oui, est-ce qu'on voit l'art comme ayant une valeur morale à la fin finalement ou pas? Et c'est ça la question qui est aussi centrale. D'ailleurs, elle va finir par peindre, je spoil, I'm sorry. That's okay. Il va peindre un très beau tableau, un beau tableau, et c'est un moment qui va voler à M et à sa fille. Il va voler un moment d'intimité et ça va être le très beau tableau. Et moi, j'ai presque pu le voir en lisant le texte. Well, I mean, that is, in the end, you know, the artist is a thief. Is a thief and a you know, not a god, but a beggar, as Elle describes himself. You know, you glimpse something in life. You take it. You see how it can, when you put it in your frame, how it becomes yours. Donc l'artiste est aussi présenté un peu comme un voleur, pas comme un dieu, mais plutôt comme un mendiant. Quand il voit quelque chose, il le prend et ensuite il se l'accapare et cela devient ça lui appartient. Tessa Hadley, vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui a été très important pour moi quand j'ai lu Free Love, c'est le fait que cette histoire avec Nikki n'est pas
centrale dans le livre. Quand on lit au début, on se dit ça va être un grand roman d'amour avec une histoire sulfureuse de type Mrs. Robinson, le lauréat, voilà, ça va être, on va casser les codes sociaux et c'est déjà bien. Mais en fait, vous, c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que Nicky, à un moment donné, il va rester un peu sur le côté et c'est Phyllis qui devient Phyllis. Et ça, j'ai trouvé que c'était particulièrement intelligent et important pour parler de la liberté des femmes, d'écrire un roman d'amour qui n'est pas seulement un roman d'amour. Yes, I think it used to be a great story for a novel, a woman imprisoned in a marriage whose happiness was in getting away. A tragic story often, but great. I just think that's finished because she can leave. That the power of that for the novel form has been used up in a way. Donc oui, je pense que c'était une très bonne histoire. Avant, les femmes emprisonnées dans un mariage, souvent avec une fin tragique. Sauf qu'on ne peut plus faire ça maintenant, parce que les femmes, elles peuvent partir. On n'est plus emprisonné dans le mariage, elles peuvent partir. Et donc, c'est complètement désuet maintenant. So, I mean, to start with, I hope that in my book, I've really given equal weight to the two halves of the story. That is, the husband, the family, his more conservative values, his intelligence, actually, which is probably greater than hers, and his way of seeing the world should weigh in my novel equally with Phyllis's mad story of love and escape. Donc j'espère avoir donné le même poids à ces deux parties, à ces deux histoires dans mon livre, le même poids à la fois à son mari, sa famille, l'intelligence dont fait preuve son mari qui est plus grande que celle de Phyllis, tout ce conservatisme, et que j'ai donné à ceci le même poids que à la folle histoire d'amour de Phyllis et surtout son histoire d'échappée de ce mariage. I think I'm really not very romantic. I really wanted to watch this woman. She's romantic. She thinks she's found the love of her life. But I'm just watching. What will come of that? What happens next? What happens to her daughter? What happens when her young lover has other things to do? What will happen to her little boy? And I'm not accusing her, but I'm watching. And it's a bigger story than just Phyllis's story. Bon, je ne suis pas quelqu'un de très romantique, mais j'aime bien regarder cette femme qui, elle, est romantique. Et je me demande, je ne l'accuse pas, mais je me demande qu'est-ce qui va découler de ceci? Qu'est-ce qui va arriver à son enfant, au petit garçon, à sa fille? Qu'est-ce qui va se passer une fois que son jeune amant se rend compte qu'il a d'autres choses à faire? Et voilà, donc pas de regard accusateur, mais je me demande qu'est-ce qui va se passer après. Et là, vous parlez de quelque chose de très intéressant, puisque Phyllis, à un moment donné, elle se dit il faut que je change de vie, je ne peux pas continuer. Pourtant, il est tout à fait impossible de la changer. Et là, je cite le livre. Elle dit elle vit ô combien irrémédiablement que Roger, les enfants et son foyer, tout l'édifice domestique de leur vie ensemble, la maintenait paralysée dans leur cadre, si bien qu'elle ne pouvait changer sa propre vie sans faire tomber celle de tous ceux qui l'entouraient. Et ça arrive effectivement. Quand elle s'en va, ça fait exploser la vie de la famille, mais ça n'a pas des conséquences forcément désastreuses. C'est-à-dire qu'on va suivre la vie de sa fille Colette, qui est une jeune fille qui va aussi s'émanciper, qui va aussi s'emparer de ces années 68 de liberté. La vie de Roger, alors on ne révèle pas tout évidemment, mais qui va être ébranlée et qui va aussi être modifiée, pas forcément d'une façon mauvaise. Et donc en fait on se rend compte que prendre sa liberté quand on est une femme, ça fait peur, mais ce n'est pas forcément destructeur, contrairement à un cliché très ancré dans l'esprit des gens. That sounds right. Frightening, but not necessarily disastrous. I mean, I guess that's how change at its best happens. And at an extraordinary moment like the 1960s, I've been thinking recently how like
the 1800s it is, when the Romantic poets broke up the family units, the conventions, with just the same excited anticipation of freedom and happiness. It creates what's new, but it leaves a lot of rubble behind it, a lot of damage behind it. Donc c'est à la fois terrifiant mais pas désastreux. C'est des moments extraordinaires qu'on a comme les années 1960. Mais je pense aussi, par exemple, au début des années 1800, les poètes romantiques et leurs attentes de bonheur, de liberté. Et voilà. Can you just repeat the last sentence? Oh, what did I say? I think I said something about, yes, that they too, in their pursuit of a new way of living together, they found new ways of living together, but they left a lot of damage behind them. Yeah, that was about the damage. Okay. You're doing brilliant. En cherchant du coup cette nouvelle façon de vivre ensemble et d'être heureux ensemble, ils ont quand même malgré tout laissé beaucoup de dégâts derrière eux. Et voilà, c'était ça sur quoi voulais que je conclue. M a une fille qui s'appelle Justine, qui a 21 ans et qui a un petit ami et qui porte des robes qui la couvrent complètement, qui est une femme un peu introvertie et en même temps au contact notamment de Brett, la petite amie de elle va changer. Et cette jeune femme Brett qui irrite beaucoup M, qui agace M, elle va apporter beaucoup de bonnes choses à la fille de M. Et là, il y a un triangle qui se crée entre la mère, la fille et la petite amie de elle, qui est très intéressant au niveau du regard des femmes entre elles et de l'émancipation des femmes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? So, I mean, one of the preoccupations, not just of this book, but of increasingly all of my work, is how narrative, the narrative sense determines how we live, what we see, what we think life is. Une de mes préoccupations dans ce livre, mais aussi dans l'ensemble de mes ouvrages, c'est ce sentiment narratif qui va déterminer toute la vie, comment on va voir les choses. So, I mean, there's a fundamental lack of freedom in that idea that maybe pertains to women, well, in particular ways that I can see, to women more than to men, to be imprisoned in the sense of what life is or should be, to be imprisoned in the story of life, in which, yes, Brett is a threat to stability, in which Justine, the daughter, should really make more of an effort with how she looks, and yet never seeing that by getting rid of those ideas, you know, a freedom is created in which, you know, people actually can be themselves. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il y a réellement un cruel manque de liberté, surtout pour les femmes, beaucoup plus que pour les hommes. Les femmes sont emprisonnées dans l'histoire d'une vie qu'elles n'ont pas choisie. Et Brett vient et est une vraie menace, finalement. Donc voilà, c'est surtout cette recherche donc, de la liberté, même pour la fille. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont la relation entre M et Justine évolue au fil du texte. Le regard de la mère sur sa fille change et à un moment donné, vous écrivez qu'elle a de l'admiration pour sa fille. Et vous parlez beaucoup aussi dans votre œuvre des relations entre mère et enfant. Et c'est très intéressant puisqu'on n'a pas l'habitude de parler du sentiment d'admiration pour son enfant. Normalement, on parle plutôt d'un enfant qui admire sa mère. Et là, c'est la mère qui admire la fille. J'ai trouvé ça très intéressant. Well, I think I've tried, again, not just in this book, but in my book about motherhood, to offer a new language, a new way of looking at children, at motherhood, the idea that you learn from your children. It's such a fundamental
it really is the most you can ever learn is from children, from your child, from the experience of having a child. And the problem in that situation is that again, the narrative says that you are an authority, that you don't learn anything from your child learns from you, you have to teach them. So, it's one of the things that I find really interesting is simply reversing that position and seeing, that everything looks very different. Donc j'ai essayé dans ce livre, mais aussi dans mon livre sur la maternité, d'utiliser un nouveau langage. Je voulais montrer une nouvelle façon de regarder, de regarder les enfants, de voir la maternité. Je voulais montrer qu'en fait, on apprend de nos enfants. Et on apprend de nos enfants plus qu'on n'apprendra jamais. Alors que pourtant, il y a cette idée qui fait plutôt autorité, que c'est le parent qui apprend à ses enfants. Et finalement, moi, j'aimerais bien changer, faire complètement l'inverse de cette position et montrer qu'en fait, ce sont les enfants qui apprennent aussi aux parents. Et d'ailleurs, il y a ce très beau moment où la mère et la fille vont se baigner et où le peintre les voit. Et ensuite, elles vont se rendre compte qu'il les a peints là. Et c'est ce moment-là où cette mère regarde sa fille et l'admire en disant qu'elle est à la fois très forte et vulnérable. Et elle est fascinée par sa fille devenue adulte. Et j'ai trouvé que là, il y avait une façon de parler des rapports parents-enfants, mère-fille, absolument spectaculaire. Ça m'a marqué fortement. Well, it's an image of ultimate freedom. And it's not only freedom from family structures or authority structures, it's freedom from clothes, it's freedom from men. It's realizing, she realizes, sort of humble as it is, she has created something that survives outside her. And that is the definition of art, to create something that has its own capacity for survival. And the fact that it's in this same moment that the painter actually sees her, like a sort of peeping Tom, if that's a phrase in French, through the bushes. But it's a moment of power for her. Donc en fait, c'est vraiment ce tableau, c'est l'image complète de la liberté. La liberté quand on se défait des structures hiérarchiques, des structures familiales, mais aussi être libre par rapport aux hommes, être libre de ses vêtements. En fait, c'est aussi à ce moment-là qu'elle se rend compte qu'elle a réussi à créer quelque chose qui va survivre sans elle, à l'extérieur d'elle-même. Et c'est en fait créer quelque chose qui survit hors de soi, c'est la définition même de l'art. Et c'est aussi pourquoi c'est à ce moment-là que le peintre la voit réellement, même si c'est juste très discrètement à travers des buissons. Dans Free Love, évidemment, Phyllis a une relation avec ses enfants, 3 enfants, et cette fille, Colette, qui devient aussi adulte sous ses yeux. Et c'est intéressant parce que Colette tombe amoureuse aussi, et c'est compliqué pour Phyllis, elle s'inquiète, alors qu'elle n'est pas inquiète pour elle-même. Comment est-ce que vous expliquez ça ? I was thinking while Rachel was talking then about the scene in my book, which is not a revolutionary interaction between mother and daughter, but a classic one where Phyllis is very attractive. Her daughter is awkward, plain, intellectual. And then and Phyllis is always trying to do things to Colette, change her hair, change her clothes. Then there's a moment when Colette puts on a really beautiful dress. She's actually got involved with an artist, just to pick up the connections with your book. Sorry, Doriane, I must give you a chance to speak. No worries. Sorry. Du coup, je pensais aussi quand Rachel Cusk a parlé d'une scène dans mon propre livre qui n'est aussi une scène entre mère et fille qui n'est pas révolutionnaire, qui est quelque chose de plutôt classique. Il faut rappeler que Phyllis est quelqu'un de vraiment très belle, alors que sa fille est très basique, plutôt l'intellectuelle, et sa mère est toujours en train de lui dire d'essayer de changer de vêtements, de coiffure, etc. And then, so Colette falls in love, and her
partner has money, and he buys her the most beautiful clothes. And there's a moment when Phyllis admires her daughter and for the first time doesn't say, oh, change this or do this, but touches the clothes with envy. And there's a sort of handover between mother and daughter, very classic. Oui, donc, et après, on va avoir Colette qui va tomber amoureuse et son mari va lui acheter les vêtements les plus beaux qu'on puisse imaginer. Et en fait, c'est à ce moment-là que ça change. Phyllis ne va plus être à lui dire « il faut changer ça, il faut changer ci ». Non, elle va se mettre à admirer sa fille, à même toucher les vêtements. Et du coup, on a un vrai changement de la dynamique de la relation mère-fille à ce moment-là. It's a handover of power, of female power between the mother to the daughter who's coming into her sexual being. Voilà, elle lui remet le pouvoir, la mère qui remet ce genre de pouvoir à la fille qui devient un être aussi sexualisé maintenant. Alors, Phyllis, elle a aussi un petit garçon, et dès le début du texte, elle dit qu'elle aime énormément son petit garçon, mais elle ne veut pas lui montrer. C'est un petit garçon qui est très beau, et elle a peur de gâcher sa beauté ou de l'abîmer en l'aimant trop ou en manifestant trop son amour. Et c'est très étonnant quand on lit ça et qu'on a un enfant. Moi, j'avais du mal à comprendre ce sentiment. It's because you're too young. Because in the 1960s, there was a huge fear that if you loved your pretty little boy too much as a mother, he would be a homosexual. I mean, now I put it in there because I could remember that thought being in the air. We now know it's ridiculous. But so that's what Phyllis is thinking. Mais en fait, vous ne comprenez pas parce que vous êtes trop jeune. Dans les années 70, il y avait vraiment cette peur qui était qu'on pouvait sentir dans l'air, que si on aimait trop fort son petit garçon, il devienne homosexuel. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai mis dans le livre, parce que je me suis rappelée de cette tension palpable, de cette peur de l'époque. Moi, ce petit garçon, pour moi, c'est peut-être le personnage qui souffre le plus de ce qui se passe, du départ de cette mère. That's definitely true. It was a nice twist to the novel, that the daughter uses her mother's adultery, betrayal. The daughter uses it as a door to her own escape. But I think the little boy is the victim upon whom it all falls, which was a cruel twist. But, you know, we novelists, we're cruel. We have to make the story ring true. And there seemed to me a truth in that. Et du coup, ça c'est le vrai twist de l'histoire, parce que la fille utilise l'adultère de sa mère comme la porte vers sa propre échappée, sa propre liberté. Et finalement, c'est le petit garçon qui se retrouve victime de tout. Et ça peut être cruel, ça peut être un peu inattendu, mais pourtant, je trouvais que ça faisait plus écho avec la réalité. And in fact, at the very beginning of the book, we do feel that it's her little son that she loves better than anyone. And he's about to be sent away to boarding school, which is what the English upper classes used to do with their children, still do. And I think it's a sort of alibi for Phyllis in her love affair. She's going to lose the love of her life. So instead she seizes this young man who comes to dinner. It's not crystal clear, but that's a mechanism in what happens. Et du coup, c'est ce petit garçon qu'elle aime plus que tout au monde, qui va pourtant être envoyé dans un internat, comme c'était la coutume, et ça l'est toujours dans la haute société britannique. Mais en fait, c'est aussi ce départ à l'internat qui va donner cet alibi à Phyllis. Elle vient de perdre l'amour de sa vie, finalement. Et c'est ça qui va la pousser à aller chercher et à attraper ce jeune homme. Voilà, ça lui sert d'alibi. Le personnage de M, Rachel Cusk, dit à un moment donné « Je n'arriverai jamais à être indépendante, c'est dans ma nature ». Pourquoi est-ce qu'elle pense ça ? Oh, she's never managed. Yeah, she's wanted her whole life to be free and has never succeeded in her little toe. Yes, that's right.
I mean, Elle what a she- toujours voulu être, pendant toute sa vie, elle a voulu être libre, mais elle n'y a jamais réussi. I mean, that's really a question about what freedom is, and for women, or as Em expresses it, it is a tormenting state between being sheltered, being located, being safe, and then this incredible desire to escape, which feels like freedom, but but then immediately becomes loss very quickly. So it's this entrapment between these two things that I guess is what she's talking about. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce que la liberté pour les femmes, finalement? Et M dit que c'est quelque chose qui la tourmente beaucoup, parce qu'en fait, elle est coincée entre être vraiment localisée, presque géographiquement, à un endroit, et finalement avoir ce désir de s'échapper, qu'elle ressent comme la liberté. Et finalement, une fois qu'elle s'échappe, elle est vite perdue. Et en fait, elle se retrouve coincée entre ces deux états, d'être à la fois bien déterminée dans un endroit et avoir ce désir de s'échapper. So what she sees is that people are free when they choose the life that they are already living, and she is incapable of doing that, and she suspects the role of art in her inability to do that. She suspects that art is an engine of dissatisfaction and illusion, and that in the end becomes her sort of dialogue with Elle, as he becomes more diabolical. Et du coup, en fait, on se rend compte que les personnes sont libres que lorsqu'elles choisissent la vie qu'elles sont déjà en train de vivre. Et en fait, M est incapable de faire ça. Et elle pense que l'art, c'est en fait comme un engin, quelque chose qui va conduire à ne jamais être satisfait, qui va conduire à se faire des illusions. Et à la fin, on peut voir ça dans le dialogue avec elle, finalement. You're with Flaubert there, aren't you? Madame Bovary, definitely. The novels she reads are an engine of dissatisfaction. Et du coup, oui, elle parlait vraiment donc en se focalisant sur justement cette idée d'engin qui cause la non-satisfaction à la fin. Est-ce que vous êtes parvenus l'une et l'autre à définir dans votre cheminement intellectuel qu'est-ce qui définit la liberté d'une femme, qu'est-ce qui rend une femme libre? Parce que c'est la question qu'on se pose quand on a terminé vos deux livres. Well, I mean, what's interesting about what we are is writers who are also living as women. That's not actually that common. Very often, to be a writer, if you're a woman, you actually have to live kind of as a man. And so your contact with your ordinary femininity and the life that would usually entail is easily lost. Du coup, ce qui est intéressant aussi sur le fait que nous sommes des femmes écrivaines, c'est que, eh bien, on a comme cette impression de devoir vivre comme un homme. So the question of kind of is how does a woman become free? How do you only find these things out by living, and I think that makes the way in which we, even though we're very different writers, but the way in which we essentially are like sort of not hunters exactly, but we're witnesses. We're witnesses of our own. We don't know. We have to become the thing in order to understand it, and I think it's a very difficult thing to do. But
I guess it means you'll never write the same thing twice, and you don't know what is coming, what is ahead as an artist. Et du coup, pour en revenir à la question des libertés, on ne sait pas, c'est difficile à faire. C'est aussi pour ça qu'on n'écrit jamais 2 fois la même chose, finalement. I don't know what it is to be free, but I think it's a beautiful subject for the novel. And I do, watching women, both Em and Phyllis and Colette, watching women struggle to be free, and Isabel Archer and Ursula Brangwyn, etc., it goes on making art that's exciting for the artist, at least, and hopefully for readers as well. Du coup, qu'est-ce que la liberté? Comment la trouve-t-on? Je ne sais pas, mais je trouve que c'est un très beau sujet pour un roman, surtout de voir les femmes lutter pour trouver cette liberté. Et c'est ce qui va rendre l'art excitant, que ce soit pour la personne, l'artiste, mais aussi pour celui qui reçoit la pièce d'art. Peut-être qu'on saura si on était des femmes libres à la fin. En tout cas, je suis tout à fait d'accord, c'est un merveilleux sujet, la liberté des femmes, et vous l'avez toutes les deux parfaitement bien exploré et décortiqué dans vos romans. Je pense que vous avez compris que j'avais beaucoup aimé ces livres et que j'avais pris beaucoup de plaisir à les lire et à en discuter avec leurs autrices. Merci énormément à toutes les deux. Merci pour l'interprétariat. Oui, sachant qu'en plus vous n'avez pas encore le diplôme, c'est formidable d'avoir ce niveau d'interprète. Je rappelle les titres: La dépendance de Rachel Cusk, c'est chez Gallimard, et Free Love de Tessa Hadley, c'est chez Bouquin. Donc voilà, à découvrir. On peut vous retrouver en dédicace sous le chapiteau, c'est ça? Et moi, je dois filer très rapidement parce que je dois être dans 2 minutes à l'Hôtel de Ville. Ça va être un peu compliqué, mais je pense que s'il y a des questions dans le public pour les romancières qui sont là, c'est tout à fait possible. Moi, je vais devoir partir, mais n'hésitez pas à en poser. Merci pour votre attention, en tout cas.